courage. Très bien. Merci Charlotte pour l'organisation et pour tous ces aspects logistiques. Merci à tous pour votre participation. Donc, je suis Flora Lucasso, je suis hydrogéologue au BRGM Bretagne. Donc pour moi aussi, c'est la première webconférence, donc j'espère que tout va bien se passer. Donc je vais partager mon écran et comme disait Charlotte, je ferai des pauses régulièrement pour pouvoir voir si vous posez des questions sur le chat et puis on pourra avoir des échanges non plus par écrit mais par oral à la fin de la présentation. Alors, je partage mon écran. J'espère que ça fonctionne bien. Voilà, donc Charlotte, n'hésite pas à me couper si jamais il y avait un souci. Donc, pas de problème. Cette webconférence s'intitule « Généralité sur les eaux souterraines ». Et donc, elle fait partie, ça constitue la première partie d'une formation qui aurait dû avoir lieu il y a 10 jours, une formation d'une journée eaux souterraines, hydrogéologie en Bretagne, qui a été reportée au second semestre. Donc, la webconférence de ce matin va se dérouler en 4 parties. Je vais d'abord vous présenter rapidement le BRGM pour ceux qui ne connaîtraient pas l'organisme, vous faire quelques rappels sur la géologie bretonne en une dizaine de minutes, et puis parler ensuite des généralités sur les eaux souterraines, sur le cycle de l'eau, l'origine des eaux souterraines, les caractéristiques des aquifères et des écoulements qu'on peut trouver dans le sous-sol. Et enfin, les relations entre les nappes souterraines et les rivières, à une notion de bassin versant. On finira donc par un temps d'échange sur lequel vous pourrez poser vos questions. Juste pour information, puisque vous êtes cordialement invités à suivre la suite de la formation au second semestre, on abordera certains points donc plus en détail. Donc forcément, ça ne répond peut-être pas à toutes vos questions à la formation d'aujourd'hui, la webconférence d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de vos attentes pour la formation du second semestre. Je vous ai remis ici le programme. Peut-être que dans le programme, vous verrez certaines choses qui vous intéressent plus particulièrement et donc on y répondra au second semestre. Mais on pourra toujours adapter hein, si certaines questions ne sont pas abordées et voilà, des questions qui vous intéressent, on pourra y revenir. Donc au second semestre, on abordera plus particulièrement l'exploitation des eaux souterraines. Où est-ce qu'on peut en trouver? Où est-ce qu'on trouve des données pour savoir où il y a des eaux souterraines? Comment on fait un forage, en quoi ça consiste, quelles informations il faut recueillir, comment on l'équipe, comment on l'abandonne. On abordera aussi les aspects qualité des eaux souterraines et composition chimique des eaux souterraines. Les aspects plus quantitatifs avec le suivi du niveau des nappes, avec le réseau piézométrique régional, là également où trouver les données, et puis on vous présentera les bulletins de situation des niveaux des nappes qui sont rédigés au niveau régional et dont vous êtes peut-être déjà destinataire. On parlera également des essais de pompage, donc ce sont des pompages qui sont faits dans les forages pour bien les caractériser et savoir à quel débit on peut exploiter un forage sans risque pour l'environnement et puis également pour garantir la pérennité de l'ouvrage. On parlera aussi des aspects réglementation, d'éventuelles autres données qui seraient disponibles et qui pourraient vous intéresser sur le site internet CIGES Bretagne. Et là également, on aura une session d'échange. Donc voilà, les deux, là c'était le rappel de la formation du second semestre pour que vous ayez en tête vraiment l'intégralité des points qui seront abordés. Alors, je vais commencer par vous présenter le BRGM. Peut-être certains d'entre vous, je connais certains d'entre vous, peut-être que certains connaissent aussi mon collègue Bruno Mougin, qui est également hydrogéologue, ou Alexandre Boisson, hydrogéologue aussi à Rennes. Vous nous connaissez peut-être aussi à travers le CRECED, donc on est membre du CRECED, et on a participé déjà à plusieurs journées thématiques. Vous connaissez peut-être également le site internet CIGES Bretagne, où vous avez peut-être participé aussi aux 60 ans du BRGM en décembre 2019. Voilà, peut-être. Donc déjà connaissance. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière. Et en fait, on est le service géologique national. Donc on est un établissement public de référence pour l'application des sciences de la Terre, à la fois pour gérer les ressources du sol et du sous-sol, mais aussi les risques qui y sont associés. Nous avons à la fois des actions de recherche scientifique, mais aussi d'appui aux politiques publiques, donc avec des coopérations avec les organismes publics et les collectivités, et également des missions à l'international.
Nos 4 missions principales sont de comprendre les phénomènes géologiques et les risques qui sont associés, développer des méthodes et des techniques nouvelles pour notamment gérer ces risques, produire et diffuser des données et les mettre à disposition des outils nécessaires à la gestion du sol, du sous-sol, des ressources, mais aussi à la prévention des risques, des pollutions et puis à toutes les politiques de réponse au changement climatique. Nous sommes un établissement public à caractère industriel et commercial qui a donc fêté ses 60 ans l'an dernier et nous sommes sous la tutelle de 3 ministères, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, le ministère en charge de l'Environnement et le ministère de l'Économie. Notre activité se décline en 6 domaines principaux d'activité, donc la géologie, la connaissance du sous-sol, qui est notre cœur de métier, avec notamment la réalisation des cartes géologiques, que vous avez peut-être déjà consultées. Les risques naturels et l'aménagement du territoire, donc ça va être le littoral, l'aléa retrait-gonflement des argiles, les mouvements de terrain. Les ressources minérales et l'économie circulaire, ça on tend de plus en plus. Au départ, on s'occupait des ressources minérales, donc dans les carrières par exemple, et maintenant on va de plus en plus vers le recyclage des matériaux et faire à partir de déchets par exemple, en faire des nouvelles ressources, donc et tous les aspects économie circulaire. Une partie sur les données, services, infrastructures numériques. Là, ça va notamment être tous les sites internet du BRGM pour mettre à disposition les données produites sur la géologie et les eaux souterraines notamment. La gestion des eaux souterraines, c'est une grande partie de notre activité maintenant au BRGM. Et enfin, tout ce qui est transition énergétique et espace souterrain, ça va être la géothermie et le stockage géologique du CO2. Voilà pour nos 6 principaux domaines d'activité. Donc, au BRGM, on est plus de 1000 salariés. L'essentiel de l'effectif se trouve au siège, au centre scientifique et technique à Orléans. Mais nous avons des implantations en région, avec 18 directions régionales, 5 délégations régionales dans les anciennes régions. Et puis une implantation en métropole, mais également dans les Drômes. Pour le BRGM Bretagne, nous sommes basés à Rennes et nous sommes une équipe de 8 personnes avec 3 hydrogéologues, un géologue, un technicien et un ingénieur risque littoral. Voilà pour une présentation rapide du BRGM pour ceux qui ne nous connaissaient pas. Je vais passer directement au rappel sur la géologie bretonne, à moins que vous ayez des questions dès maintenant. Je vais peut-être arrêter tout de suite le partage d'écran pour pas trop hacher la présentation, mais voilà, je ferai une pause après la géologie bretonne. Donc, avant de parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, les eaux souterraines et l'hydrogéologie, je voudrais commencer en parlant de la géologie bretonne, hein, qui est la base. Quand on parle des eaux souterraines, il faut d'abord s'intéresser aux roches du sous-sol. Alors, l'histoire géologique de la Bretagne est très complexe, comme on peut le voir juste en regardant la carte géologique de la France à l'échelle du million, que vous avez ici à l'écran. On voit un patchwork de couleurs, notamment des tons rose, rouge, mais on voit une très grande diversité des roches. Et donc, rien qu'en regardant la carte, on se doute que l'organisation géologique est compliquée. Effectivement, là, si je dézoome un petit peu, on regarde la carte géologique de la France à l'échelle du million, on voit au niveau du bassin parisien et du bassin aquitain qu'on a des couleurs un peu plus homogènes ce sont les bassins sédimentaires, hein, qui sont en fait constitués par des empilements de formations géologiques, les plus anciennes étant en bas, et puis d'autres couches se sont déposées par-dessus. Là, on a une sorte d'empilement d'assiettes avec une succession de sable, de craie, de calcaire, et donc voilà, des couches assez planes qui se superposent les unes aux autres, les plus anciennes au fond, les plus récentes au-dessus. Ça paraît assez simple, c'est pas si simple non plus, mais voilà, ça paraît quand même une organisation qu'on peut facilement comprendre. Si on prend une même coupe, non plus au sein du bassin parisien, mais au sein de la Bretagne, excusez-moi, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus complexe. Ici, c'est une coupe est-ouest de la Bretagne, qui est essentiellement composée de roches dures anciennes, ce qu'on appelle des roches de socle, qui apparaissent sur la carte dans les tons roses et rouges.
On voit également qu'on a de nombreux plis, de nombreuses failles. On n'a plus du tout un empilement de couches où on trouve les plus récentes au-dessus et les plus anciennes en profondeur. C'est beaucoup plus complexe. Et forcément, ça va avoir une incidence sur le fonctionnement des eaux souterraines. Pour vous expliquer un peu à quoi est due cette complexité de la géologie bretonne, je vais vous rappeler rapidement l'histoire géologique de la Bretagne. Alors, on va passer en 2 minutes quelques millions d'années en revue. Il faut savoir que la Bretagne, c'est la superposition de 2 chaînes de montagnes. Une chaîne très ancienne, la chaîne cadomienne, qui date de 700 millions d'années, qu'on retrouve essentiellement au nord de la Bretagne. On en retrouve les vestiges au nord de la Bretagne. C'est toutes les roches que vous voyez ici sur la carte, en violet et en rose. Ce sont essentiellement des roches métamorphiques. Donc, ce sont des roches qui ont été transformées par une augmentation de la pression ou de température. Ça fait appel aux souvenirs de lycée ou de collège, quand on parlait des roches métamorphiques. Il y a également des roches granitiques, donc qui apparaissent ici en rose, et des roches volcaniques qu'on trouve notamment dans le Trégor. La deuxième chaîne de montagne, c'est la chaîne hercynienne, donc plutôt autour de 360 à 300 millions d'années. Les vestiges se retrouvent plutôt au sud de la région, le long des grandes failles qu'on appelle le cisaillement sud-armoricain et qui traversent la Bretagne d'ouest en est. Et là, on a aussi des roches métamorphiques qui ont été formées et des granites qui ici apparaissent en rouge. Donc finalement, des roches, des granites, on en va en trouver aussi bien au nord et au sud de la Bretagne, mais ils ont des âges totalement différents. Entre ces deux périodes, on a ce qu'on appelle l'extension, à l'époque paléozoïque, une période d'extension, avec des dépôts de roches sédimentaires, donc ça peut être notamment des grès. C'est ce qu'on va retrouver dans les bassins de Châteaulin, et également au sud de Rennes, toutes les formations qu'on voit ici en marron. Donc ce sont des époques où là, on a déposé des roches sédimentaires. Que se passe-t-il ensuite? La Bretagne est ensuite restée un domaine émergé, c'est-à-dire une île, et n'a plus été envahie complètement par la mer. À l'ère secondaire, donc entre le Trias et Crétacé, on a l'ouverture de l'océan Atlantique. Alors, il y avait une petite animation, mais apparemment, elle ne fonctionne pas. Donc, c'était une petite animation pour vous montrer l'ouverture de l'océan Atlantique et le déplacement des différentes plaques. Bon, vous me croirez sur parole. Donc, ouverture de l'océan Atlantique qui va entraîner une fracturation au niveau de la Bretagne sur des directions nord-sud et une altération des roches sous un climat chaud et humide avec à peu près 1000 mm de pluie par an. Donc, c'est à peu près ce qu'on trouve à l'heure actuelle en Bretagne, mais avec un climat plus chaud. Suite à cela, on assiste à une remontée de la plaque africaine, donc ce qu'on voit, la plaque ibérique ici sur l'image, qui va former les Pyrénées. Et ça va entraîner, ça va avoir des conséquences jusqu'en Bretagne. Ça va entraîner la création de bassins d'extension, donc des bassins sédimentaires comme à Chartres de Bretagne ou dans le bassin du Kiou également, avec une poursuite de l'altération. Donc, toutes ces phases géologiques que je vous ai présentées ici ont entraîné cette géologie complexe de la Bretagne. Et la géologie bretonne, c'est la superposition de plusieurs choses. C'est la superposition de la lithologie, donc la composition des roches, mais également de l'altération, donc la modification, la transformation des roches. C'est les photos que vous pouvez voir sur la partie droite, donc, où on voit des morceaux de roches très dures et saines, et puis des roches qui paraissent plus altérées, plus friables, plus argileuses, qui ont été transformées notamment par le passage de l'eau qui a pu lessiver certains minéraux. Vous l'avez sur la photo du milieu, et on le voit également sur la photo en bas où on voit une oxydation des minéraux sur la partie supérieure de la roche et un front d'altération qui petit à petit va s'enfoncer dans la roche. On voit en dessous du stylo, là la roche est complètement saine en fait. Et donc cette altération progresse petit à petit au sein des roches. Donc lithologie, altération et également la présence de failles. Avec, je vous parlais de la compression nord-sud tout à l'heure, qui va entraîner des ouvertures en est-ouest
avec notamment la création de bassins sédimentaires comme le bassin de Chartres-de-Bretagne et le bassin du Piou. Et à tout ça se superpose donc une érosion, puisqu'à l'heure actuelle, les chaînes de montagne dont je vous ai parlé ne sont plus du tout visibles. Donc forcément, cette géologie complexe, elle conditionne la présence ou non d'eau souterraine, et la compréhension de la géologie conditionne aussi la bonne compréhension du fonctionnement des eaux souterraines. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec voilà, cette présentation géologique qui peut paraître un petit peu complexe, mais ça me paraissait important de faire ces rappels avant d'attaquer la partie eau souterraine. J'arrête juste le partage, vérifier s'il y a des questions et si vous êtes toujours là. A priori, pas de questions. Donc, on va poursuivre. Je prends le partage. Alors, je vais prendre... Le diaporama ne veut plus se lancer. Là, voilà, j'ai l'impression que c'est bon, ça a l'air d'être revenu. Alors, passons maintenant aux généralités sur les eaux souterraines. Je vais commencer par vous présenter le cycle de l'eau. Alors, vous présenter, c'est un bien grand mot parce que je sais que vous le connaissez tous, mais c'est vrai que souvent, la partie souterraine du cycle de l'eau n'est pas forcément très bien connue. Il est important de ne pas oublier cette partie souterraine. Donc forcément, quand on a de la pluie qui tombe, une partie s'évapore, une partie est transpirée par la végétation, une partie ruisselle, mais on a aussi une partie à ne pas oublier, c'est celle qui s'infiltre et qui va recharger la nappe et qui va s'écouler, cette eau souterraine, pour ressortir au niveau des rivières. Je vais vous présenter ça un peu plus en détail. Quelques définitions pour commencer. Un aquifère, c'est donc le terme qu'on emploie habituellement, c'est une roche et une nappe d'eau. La définition du dictionnaire de géologie, c'est une formation perméable qui permet l'écoulement d'une nappe d'eau souterraine et le captage d'une quantité d'eau appréciable, c'est-à-dire exploitable. Déjà, il faut oublier toutes les images qu'on peut avoir de rivières souterraines ou de lacs. Ça ne fonctionne pas comme ça, du moins en Bretagne. Il faut plutôt avoir l'image d'une éponge. En fait, l'eau, elle est contenue dans la roche, dans les pores de la roche. Elle occupe les interstices qui sont souvent microscopiques au sein de la roche. Et on n'a pas des conduits souterrains qui vont faire circuler. Donc c'est la notion de porosité. On peut imaginer de l'eau qui circule entre des sables et des graviers, entre les grains des sables et des graviers. Dans les roches de soc, si vous imaginez un granit sain, type granit de pierre tombale, on imagine que l'eau ne va pas pouvoir circuler au sein des fissures, enfin au sein de cette roche saine. Il faut qu'il y ait des fissures ou des fractures pour que l'eau puisse circuler au sein de la roche. Dans les roches calcaires, par contre, là, on peut avoir des vides de dissolution de grande taille, et vous avez sûrement déjà visité des grottes dans du calcaire. Là, on a bien des rivières souterraines, mais c'est un cas vraiment particulier où on a pu dissoudre une grosse partie de la roche, créer des cavités dans lesquelles l'eau peut circuler. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on a au niveau de la Bretagne. Voilà, donc l'aquifère, il faut bien retenir que c'est une roche qui contient une nappe d'eau. Alors attention, dans la définition, c'est marqué aussi que cette formation permet le captage d'une quantité d'eau appréciable. C'est-à-dire que dans une argile, par exemple, vous pouvez très bien avoir de l'eau, mais par contre, elle ne sera pas exploitable. Donc une argile ne va pas être aquifère. Si je reprends cette partie du cycle de l'eau et qu'on s'intéresse à ce qui se passe quand il pleut, donc comme je vous le disais tout à l'heure, une partie de l'eau va ruisseler à la surface du sol, une partie va s'infiltrer. Qu'est-ce qui se passe une fois que l'eau s'est infiltrée, qu'elle a été utilisée en partie par la végétation? Que se passe-t-il quand elle descend un peu plus en profondeur? Tout d'abord, elle va atteindre ce qu'on appelle la zone non saturée, donc dans les premiers mètres en dessous du sol, où l'eau n'est présente que sous forme d'humidité. Ça veut dire que les interstices et les pores de la roche contiennent également de l'air. Cette eau va continuer à descendre et va atteindre ce qu'on appelle la zone saturée. Donc là, dans la roche, l'eau va occuper la totalité des vides disponibles. Ça va être dans les fissures ou les pores des sédiments ou des roches. Ce niveau, ce qu'on appelle le niveau de la nappe, donc c'est
le haut de la zone saturée, ce niveau de la nappe, c'est ce qu'on appelle le niveau piézométrique. Alors, piézométrique, ça vient du grec piézos, c'est la pression, puisque la nappe est en équilibre avec l'air. Ce niveau piézométrique, il va varier au cours de l'année, il ne va pas rester constant. L'hiver, quand on aura davantage de pluie, le niveau va augmenter, et puis l'été, quand la nappe va contribuer à alimenter les rivières, ce niveau va baisser. Cette variation du niveau piézométrique, c'est ce qu'on appelle le battement de la nappe. Ce qu'il faut retenir, c'est que la nappe, c'est l'ensemble des eaux qui sont comprises dans la zone saturée d'un aquifère. Bon, dit comme ça, c'est pas forcément très parlant. La nappe, c'est le contenu et l'aquifère, c'est le contenant. Voilà, l'image, toujours cette image-là, hein, de l'éponge ou alors du verre, c'est l'aquifère qui contient la nappe. Voilà pour les premières définitions pour les différents mots qu'on emploie souvent, aquifère, nappe, niveau piézométrique. Si on s'intéresse un peu plus près à un bilan hydrologique global, un bilan annuel, avec donc la partie des précipitations, une partie qui est évapotranspirée, ça représente à peu près 2/3 de la pluie. Le tiers restant va se répartir entre ruissellement et infiltration. On a à peu près moitié-moitié d'infiltration et de ruissellement. Alors c'est à peu près, hein, il peut y avoir des variations évidemment. Ça va dépendre notamment des formations géologiques, de la pente et de plein de facteurs, cette répartition, mais on considère que c'est à peu près moitié-moitié. Si on fait un bilan annuel, on considère 1 mètre de pluie à l'année. Ça veut dire qu'on a à peu près 33 cm d'eau qui se répartissent entre ruissellement et infiltration, et donc un peu plus de 16 cm d'eau qui s'infiltre à l'année. On peut imaginer ça, 16 cm d'eau sous nos pieds qui va s'infiltrer chaque année. Ça donne à peu près une idée de ce qui se passe en fait et de la partie eau souterraine qui est renouvelée chaque année. Quand on fait un bilan hydrologique, on s'intéresse à la réserve facilement utilisable, la RFU. Donc là, c'est pas de la géologie, hein, c'est d'hydrogéologie, c'est vraiment la partie sol. Donc la quantité d'eau du sol en dessous de laquelle une plante flétrit, elle s'exprime en millimètres. Elle est souvent calculée à partir de modèles. On la considère en général égale à 100 mm. Là aussi, il peut y avoir évidemment des variations. Si on fait ce bilan hydrologique dont je vous parlais, la répartition de la pluie, qu'elle se répartit entre l'évapotranspiration, la variation de cette réserve facilement utilisable dans le sol, donc la quantité d'eau qui peut être utilisée par les plantes, et puis le reste, c'est le ruissellement et l'infiltration. Cette partie ruissellement et infiltration, c'est ce qu'on appelle les pluies efficaces. C'est un terme qui revient souvent et qu'on emploie notamment dans nos bulletins de situation du niveau des nappes. Il n'est pas toujours forcément bien compris, ce terme efficace, mais peut-être mal choisi au départ, mais voilà, la pluie efficace, c'est le ruissellement et l'infiltration. Juste une petite précision par rapport à l'évapotranspiration, mais je pense que vous connaissez tous ce genre de bilan. L'évapotranspiration potentielle, ce qu'on appelle le TP, c'est la valeur maximale possible d'évaporation. Ils sont dans des conditions climatiques particulières. Donc c'est une prairie en pleine croissance, fauchée régulièrement et maintenue humide. Donc vraiment des conditions idéales. On la calcule avec des paramètres climatiques. L'évapotranspiration réelle, c'est le volume d'eau qui est réellement évapotranspiré selon les réserves d'eau disponibles et selon les plantes qui sont en présence. Ça, on ne le connaît pas, en fait. On le calcule à partir de l'évapotranspiration potentielle, qui est un cas idéal. Si la pluie qui tombe est supérieure à l'évapotranspiration, la différence va d'abord combler la réserve facilement utilisable et le reste va se transformer en pluie efficace. Et donc, on pourra avoir une partie qui va s'infiltrer jusqu'à la nappe. Si la pluie est inférieure à l'évapotranspiration, la différence va être prélevée d'abord dans la réserve facilement utilisable du sol jusqu'à épuisement de celle-ci. En hydrologie comme en hydrogéologie, on raisonne souvent en AD hydrologique, donc de septembre à août, parce que l'année civile finalement n'est pas du tout pratique ne correspond pas au cycle, aux variations annuelles du niveau de la nappe comme dans les cours d'eau. Vous avez ici une représentation de l'évolution de la végétation au cours de l'année, également l'évolution des précipitations. Donc les précipitations, c'est les chiffres qui sont tout en haut. L'évapotranspiration, c'est les chiffres qui sont juste en dessous.
La réserve du sol, ce sont les chiffres que vous voyez juste en dessous du sol, et la partie qui s'infiltre jusqu'à la nappe. Et tout en bas, vous voyez l'évolution du niveau de la nappe au cours de l'année. Comme je vous le disais, il y a un battement de la nappe. Le niveau de la nappe n'est pas fixe au cours de l'année. Il varie. On est généralement à des niveaux les plus bas, donc les basses eaux souterraines, autour des mois de septembre, octobre, novembre maximum. Ça peut varier également d'une année à l'autre. Et des niveaux de hautes eaux qui sont plutôt atteints entre mars et avril. Le schéma n'est pas forcément adapté ici, c'est surtout pour vous montrer l'évolution au cours de l'année. Ça illustre ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en fin d'été, la végétation est encore très présente, donc une bonne partie de la pluie va être évapotranspirée par la végétation et n'atteindra pas la nappe. Puis quand on atteint les mois de novembre à décembre, ici décembre, on voit qu'il y a plus beaucoup d'évapotranspiration puisque la végétation est beaucoup moins présente. Donc la pluie peut combler la réserve facilement utilisable du sol, et l'excédent va atteindre la nappe et va permettre au niveau de la nappe de remonter. Donc ça va être le cas sur les mois d'hiver, et puis au printemps, avec la reprise de la végétation, la pluie va être une bonne partie de la pluie va être évapotranspirée, il n'y aura plus assez d'eau pour reconstituer la réserve facilement utilisable dans le sol, et donc l'eau ne va même plus atteindre la nappe, et la nappe ne sera plus rechargée, on va assister à des niveaux de nappe qui diminuent. Quelques rappels au niveau des précipitations. En Bretagne, en moyenne, les précipitations annuelles, ça s'échelonne entre 700 et 1400 mm, avec un gradient d'est en ouest et également du littoral vers l'intérieur des terres. Si on raisonne en termes de précipitations efficaces, donc ruissellement et infiltration, on obtient le même gradient en fait, et là on a des valeurs qui s'échelonnent entre 100 et 800 à peu près millimètres au niveau de la Bretagne. Je regarde juste si jamais il y avait des questions à ce niveau-là. Rien sur le chat. Bon, j'espère que c'est clair et que je n'ai pas endormi tout le monde et que c'est pour ça qu'il n'y a plus de questions. Mais je reprends le partage. Merci pour la confirmation. Je vois que tout le monde ne dort pas, c'est parfait. Alors, il y a différents types de nappes. Je vous parlais des nappes en milieu, des aquifères en milieu sédimentaire, comme dans le bassin parisien, et puis des aquifères de socle, qu'on trouve en Bretagne essentiellement, donc avec des roches dures anciennes. On entend aussi souvent parler de certains termes, donc de nappes libres, de nappes captives, de nappes artésiennes. C'est ce que vous avez illustré sur le schéma ici à gauche de l'image. En partie 1, c'est l'illustration d'une nappe libre, c'est-à-dire que la nappe n'a pas de couvercle, il n'y a pas de formation géologique imperméable au-dessus. Elle est contenue dans la roche et directement en contact avec l'air libre. De l'eau qui s'infiltre à ce niveau-là va directement atteindre la nappe. Voilà, c'est ce qu'on appelle une nappe libre. Si jamais on a une couverture, ce qu'on appelle un toit, sur cette nappe, donc une formation géologique imperméable, des argiles par exemple, la nappe va être captive, c'est-à-dire qu'elle va être sous pression avec un couvercle et de l'eau qui s'infiltre au niveau du forage, enfin autour du puits là, qui est noté en 2, ne va pas atteindre la nappe ici, elle va ruisseler. Cette nappe-là, elle est rechargée par des endroits où la roche est affleurante, où la roche est présente à la surface du sol. En fait, l'eau qui s'écoule en 1, qui s'infiltre en 1, va s'écouler jusqu'au point 2, puis jusqu'au point 3, et va circuler de cette manière-là. Donc en 2, la nappe est captive, donc sous pression, c'est-à-dire que quand on fait un forage, quand on va atteindre l'eau, l'eau va remonter au niveau dans le forage et va, par rapport à l'endroit où on avait percé la nappe, puisqu'elle est sous pression. Si jamais on est très en contrebas des points sur lesquels la formation géologique est affleurante, donc là où l'eau a pu s'infiltrer dans le sol, comme ici au point 3, quand on fait un forage, on est en dessous du niveau où l'eau s'est infiltrée en 1, on va avoir un forage artésien.
la nappe est captive et sous pression et en fait, l'eau va jaillir. Ce terme artésien, il faut faire attention parce qu'il est souvent employé, on entend souvent parler de puits artésien dans les campagnes pour désigner des forages. En fait, c'est un abus de langage. Un forage, c'est pas du tout un puits artésien, puisqu'un puits artésien, c'est un puits où l'eau jaillit. Et finalement, on en a très peu en Bretagne. Il y a des cas, que ça existe, mais c'est vraiment pas un cas général. Donc, le terme puits artésien ne devrait pas être employé. En fait, il faudrait toujours parler de forage. Ça, c'est le cas d'une superposition. Là, on a par exemple dans le schéma de gauche ce qu'on appelle le substratum, donc le mur de la nappe, ce qui est en dessous. Là, c'était par exemple une couche d'argile. On avait une couche aquifère dans laquelle l'eau pouvait circuler et par-dessus une couche imperméable. Donc ça, c'est le cas classique dans les bassins sédimentaires. À droite, c'est une illustration, un schéma, mais pour vous expliquer qu'en Bretagne, dans les roches de Sox, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on n'a pas cet empilement-là. Mais voilà, c'est quand même le fonctionnement général des eaux souterraines qu'il faut retenir avec cette notion de nappe libre et de nappe captive. Je vous l'ai expliqué en préambule, la géologie, elle conditionne le fonctionnement des eaux souterraines. Et donc, on a différents types d'aquifères selon les roches qui sont présentes. On a les aquifères dans des roches sédimentaires, par exemple dans les calcaires, les grès, la craie, où on peut avoir des débits d'eau souterraine très importants. On a des aquifères dans les alluvions, c'est-à-dire les matériaux qui sont charriés par les rivières et qui se déposent le long des rivières, qui vont plutôt être sous la forme de sable et de gravier, qui peuvent donner des débits importants. Des aquifères sédimentaires profonds et captifs, par exemple dans le bassin parisien, on peut aller chercher de l'eau à plusieurs centaines, voire milliers de mètres de profondeur dans des nappes qui sont très protégées. Vous avez peut-être entendu parler de la nappe de l'Albien, qui est une nappe très profonde dans le bassin parisien, et qu'on va chercher à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Ça, on n'a pas d'aquifères de ce type en Bretagne. Des dépôts glaciaires, évidemment, on n'en a pas non plus en Bretagne. Des aquifères volcaniques, un petit peu, notamment dans le nord des Côtes d'Armor. On a des résidus de lave ancienne. Les roches dures fissurées dans le granit, notamment. C'est ce qu'on a en Bretagne, avec des débits plus faibles que ce qu'on peut avoir dans des bassins sédimentaires. Et les aquifères qu'on appelle karstiques, donc dans la craie, où on a des cavités, d'éventuelles rivières souterraines, où là, les débits peuvent être très, très variables. Voilà pour vous dresser un peu le portrait des différents types d'aquifères qu'on peut rencontrer en France. Si on s'intéresse à la Bretagne, donc déjà avant 1976, on pensait qu'il n'y avait pas d'eau souterraine en Bretagne. On ne faisait pas de forage, éventuellement on captait un petit peu d'eau avec des puits peu profonds dans les premiers mètres du sol. Et puis à partir de la sécheresse de 1976, on a commencé à se poser la question des eaux souterraines et de nouvelles techniques de forage sont apparues. Le forage au marteau fond de trou qui permet de pouvoir faire des trous dans du granit parce que c'est pas si évident que ça de pouvoir faire un forage dans ces roches dures. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de forages de fait. Vous avez ici une carte qui représente 12 000 forages d'eau sur la Bretagne. Et vous voyez qu'on n'a pas besoin de mettre les contours de la région. On reconnaît tout de suite la Bretagne. Ça vous montre bien qu'il y a de l'eau souterraine partout. Donc là aussi, tu as une idée reçue qu'on entend encore malheureusement qu'il n'y a pas d'eau souterraine en Bretagne. Si, il y a bien de l'eau souterraine en Bretagne. Il y en a partout, mais dans des quantités variables et évidemment pas toujours aussi, dans des quantités pas toujours aussi importantes que ce qu'on pourrait avoir dans des bassins sédimentaires. Alors justement en Bretagne, les aquifères bretons, ils vont se répartir en 3 principaux types. Les aquifères de socle, donc dans le granit, dans les schistes par exemple. Les bassins tertiaires, c'est ce que vous avez ici représenté en jaune sur le schéma, comme le bassin de Rennes, Chartres de Bretagne, le bassin du Kiou, où là on va avoir des formations sédimentaires, des empilements de calcaire, de sable, de falins, des sables coquillés, qui vont donner des débits d'eau très intéressants et qui sont d'ailleurs des secteurs très exploités, notamment pour l'eau potable. Et on a également des aquifères alluviaux au niveau des rivières, notamment des rivières les plus importantes, ça va être la Vilaine et l'Oust en Bretagne, donc des graviers, des sables qui ont pu s'accumuler autour de la rivière.
Donc, historiquement, on a fait des puits dans les parties supérieures des aquifères de socle, ce qu'on appelle les altérites, ce que je vous montrais tout à l'heure sur la carte, la partie des roches qui s'est altérée, qui s'est désagrégée et qui n'est plus du tout une roche saine et compacte. On a fait également des puits ou des forages dans les bassins sédimentaires et dans les alluvions. Et puis, depuis 1976, on fait des forages de profondeur plus importante où on va chercher le socle fissuré donc des endroits plus profonds où on peut trouver de l'eau qui circule dans les fissures, dans les fractures ou éventuellement dans des fractures plus profondes. Donc, en Bretagne, faut retenir qu'on n'a pas de grands aquifères comme ce qu'on peut avoir en région parisienne, mais on a quand même de l'eau souterraine partout. Je vous parle des aquifères de socle. Je vais vous détailler un petit peu plus le schéma de principe et le fonctionnement de ces aquifères de socle. Donc, sur les 10 à 30 premiers mètres au niveau de la surface du sol, on va trouver ce qu'on appelle les altérites, donc la roche altérée. C'est ce qui est illustré par la photo où on voit la pelle mécanique. C'est ce qu'on voit quand on creuse sur quelques mètres la surface du sol. Donc, juste en dessous du sol, on a souvent une roche un peu argileuse ou sableuse d'un aspect un peu rougeâtre. Donc ça, c'est la roche du granit, par exemple, ou du schiste qui a été altéré. Donc, certains minéraux ont été lessivés, la roche qui s'est transformée, qui n'est plus du tout compacte et qui donc se trouve sur les 10 à 30 premiers mètres au niveau en dessous sous nos pieds. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les altérites. En dessous, on va trouver une roche qu'on reconnaît un petit peu plus, dans laquelle on va voir des fissures verticales, mais surtout des fissures horizontales. C'est ce qu'on appelle l'horizon fissuré. Et plus on descend en profondeur, moins ces fissures vont être présentes, parce qu'en profondeur, la roche a été préservée de l'eau notamment. Il y a moins de circulation d'eau, et au final, on a une roche que vous voyez ici en bas à droite. Ici, c'est un granit, où on a des boules de granit plutôt saines, et puis entre ces boules, on a des fissures, des fractures dans lesquelles l'eau va pouvoir venir circuler. Mais vous voyez, on n'est plus du tout à la même échelle. La photo du haut, on avait des fissures très, très rapprochées. En dessous, on a des fractures à plus large échelle et beaucoup moins présentes. Et plus on va en profondeur, plus on a une roche saine et on n'a plus du tout de fractures ou de fissures à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Donc, la partie supérieure, c'est ce qu'on appelle l'horizon d'altération, qui fait à peu près une centaine de mètres d'épaisseur. C'est là où on va pouvoir trouver de l'eau souterraine, à la fois dans les altérites, donc plutôt argileuse si on était sur des schistes au départ, plutôt sableuse si on était sur un granit, évidemment avec des variations en fonction des formations géologiques. Et puis sous ces altérites, l'horizon fissuré, avec les fissures et les fractures. Donc, dans les altérites, faut avoir l'image un petit peu d'une éponge. On va faire un stock d'eau, c'est une réserve d'eau, c'est ce qu'on appelle des fonctions capacitives. On stocke de l'eau. En dessous, dans l'horizon fissuré, oui, on va stocker de l'eau également, mais ça a également une fonction transmissive, c'est-à-dire que l'eau va pouvoir circuler, l'eau va s'infiltrer, va circuler au sein de ces fractures pour, à terme, atteindre la rivière. Je vous disais donc souvent c'est dans les 100 premiers mètres d'épaisseur qu'on va avoir de l'eau souterraine. On peut également avoir de l'eau en quantité dans des fractures plus profondes. Alors, on peut trouver de l'eau en très forte quantité à 200 mètres de profondeur par exemple, mais on ne va pas en trouver partout. On va en trouver seulement aux endroits où on a des failles tectoniques, des fractures qui ont traversé notamment la faille de Quessoy-Nord-sur-Erdre, j'ai oublié de vous montrer sur la carte tout à l'heure, qui a une orientation, vous voyez la partie ouest de la baie de Saint-Brieuc, donc on voit ça fait une... Tant pis, je ne reviendrai pas je vais pouvoir revenir sur la carte là directement sur la présentation. Donc c'est une faille qui traverse toute la Bretagne, donc de la baie de Saint-Brieuc jusqu'à Nord-sur-Erdre en Loire-Atlantique.
et donc, ce type de faille qui a eu des conséquences très importantes sur la géologie régionale, des fractures très profondes vont pouvoir permettre de trouver de l'eau souterraine en quantité, en profondeur, à condition de savoir où se trouvent ces failles. Si on fait un forage et qu'on tombe dans la roche Seine ici en rose, on n'aura pas d'eau souterraine à ce niveau-là. On en aura dans les 100 premiers mètres, mais on n'en aura pas plus en profondeur. Donc, c'est pas forcément la peine de faire un forage plus profond pour avoir plus d'eau. Ça fonctionne pas forcément comme ça. Ces notions-là, elles vous seront détaillées un peu plus en profondeur dans la seconde partie de la formation, au second semestre. Mais voilà, j'espère que déjà ça vous donne une image des aquifères bretons. Je regarde juste s'il y a des questions avant de passer à des notions un peu plus physiques. Alors, dans les zones très denses en forage, peut-il y avoir une réelle concurrence sur l'eau? Alors oui, ça c'est une bonne question qu'on pourra aborder dans la deuxième partie de la formation. C'est une question qu'on se pose de plus en plus. En Bretagne, on parlait surtout de qualité des eaux souterraines et de surface. Maintenant, on s'intéresse de plus en plus à la quantité. Et donc, oui, on vous l'expliquera en deuxième partie de formation. Dans les zones denses en forage, quand on fait un forage, le niveau d'eau va baisser. Et s'il y a beaucoup de forages les uns autour des autres, on peut évidemment avoir de la concurrence. Mais normalement, quand on fait un forage, on vérifie ce qui se passe autour du forage. On vérifie s'il y a déjà d'autres forages. On fait des essais de pompage pour vérifier qu'on ne va pas assécher les puits des voisins. Donc tout ça doit être pris en compte quand on fait un forage. Mais effectivement, il y a des secteurs où il y a plus de tension qui est sur les eaux souterraines. Voilà. Donc, j'espère avoir déjà commencé à répondre à la question et on pourra y revenir au second semestre. Alors, je reprends le partage. Maintenant, je vais aborder des notions un petit peu plus physiques et des paramètres dont je vous parlerai à la formation du second semestre également, mais c'est pour déjà pouvoir vous présenter un petit peu tous ces termes et toutes les définitions pour pouvoir attaquer directement la formation du second semestre. Je vous ai parlé tout à l'heure de porosité. Donc, c'est la propriété d'un milieu de comporter des vides interconnectés ou non. Et ça s'exprime par le rapport du volume des vides sur le volume total du milieu. Donc, la porosité, c'est le pourcentage de vide. Donc, c'est va être tous les pores qu'on trouve entre les grains de la roche. Il y a aussi la notion de porosité efficace, c'est le rapport du volume d'eau libre sur le volume des vides, parce qu'une certaine partie de cette eau va être liée à la roche et ne va pas être accessible. Par exemple, dans une argile, on a de l'eau, mais en fait, elle est vraiment liée au grain de l'argile et elle ne va pas pouvoir être accessible en pompage. Donc, ce qui va nous intéresser quand on s'occupe des eaux souterraines, c'est la porosité efficace, savoir quelle eau on peut extraire de la roche, voilà, le pourcentage de vide et d'eau libre qu'on va pouvoir extraire de la roche. Si on regarde différents types de formations géologiques, cette porosité efficace, elle est très variable. Elle est très importante dans des graviers. On imagine bien des graviers, l'eau qui peut circuler assez facilement entre les grains. Dans les sables également. Mais plus les sables sont fins, moins l'eau va pouvoir circuler facilement et donc la porosité va chuter. Les sables très très fins, très serrés, en fait, l'eau a moins de place pour pouvoir circuler. Les sables argileux, la porosité va chuter, juste de 2 à 4%, et l'argile, ça va être moins de 1%. Dans la craie, c'est 2 à 5%, mais c'est assez variable, puisque dans la craie, on peut avoir des grands vides de dissolution, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ça, c'était pour la porosité. Il y a ensuite d'autres grandeurs physiques qu'on utilise beaucoup en hydrogéologie. Ce sont les paramètres hydrodynamiques qu'on obtient grâce aux essais de pompage dont on vous parlera lors de la formation du second semestre. C'est donc trois paramètres, la perméabilité, la transmissivité et le coefficient d'emmagasinement. La perméabilité, ça va caractériser la fonction conductrice de l'aquifère, sa capacité à se faire circuler l'eau, c'est une vitesse en fait. Elle s'exprime en mètres par seconde. La transmissivité, ça caractérise
la capacité de transfert. Ça va être une vitesse qu'on va diviser par... c'est une vitesse par section. Donc, ça s'exprime en mètres carrés par seconde. Et la troisième grandeur, c'est le coefficient d'emmagasinement qui caractérise la fonction réservoir de l'aquifère. Sa capacité à stocker, mais surtout à se déstocker l'eau. Donc, ça stocke de l'eau, mais on peut quand même aller la puiser. Il n'a pas d'unité, le coefficient d'emmagasinement, et parfois il est exprimé en pourcentage. Donc ces grandeurs-là, elles sont obtenues par calcul grâce aux essais de pompage. Donc le fait de venir pomper pendant plusieurs heures dans un puits et de mesurer le niveau d'eau dans le puits et le débit auquel on a pompé, ça nous permet de bien caractériser l'aquifère. Et la carte d'identité de l'aquifère, ça va être ces trois grandeurs-là. La perméabilité qui est notée K souvent dans les rapports, la transmissivité qui est notée T et le coefficient d'emmagasinement qui est noté grand S majuscule. Alors, comment on en est arrivé à ces grandeurs-là? Donc, on va continuer dans les aspects un peu physiques. Je vais vous raconter, c'est une expérience qui a été faite par un hydraulicien, donc qui s'occupait des écoulements, Henri Darcy, dans les années 1800, qui étudiait les différentes fontaines qui sont présentes à Dijon et qui sont situées à des altitudes différentes. Et en fait, il s'était rendu compte que si on injectait de l'eau dans une fontaine, elle pouvait ressortir ailleurs, dans une autre fontaine située à une autre altitude. Donc, il a fait des expériences en laboratoire. C'est le petit dispositif qui est présenté ici sur la diapositive. Il a pris des cylindres de roches différentes, qui sont ici en bleu avec des points noirs. Dans ces cylindres, il les a reliés à un système pour injecter de l'eau. Et donc ici, ça va être à gauche de l'image, et un système où l'eau va pouvoir ressortir. Il a fait varier la pente de ce cylindre et également le type de roche. Donc, il avait fait des cylindres de roches différentes pour voir ce qui se passait. Est-ce qu'on avait toujours les mêmes débits? Comment ça se passait? Et ça lui a permis de voir que le débit, il dépend de la perméabilité du milieu poreux, donc la perméabilité, la capacité de conduire l'eau de la roche. Ça va dépendre aussi de la section du cylindre. Si on met un cylindre plus ou moins gros, forcément, on n'aura pas le même écoulement. Ça va aussi dépendre de la hauteur, donc H1 moins H2, c'est H1, la hauteur à laquelle on a injecté l'eau, et H2, la hauteur à laquelle elle ressort, donc la différence d'altitude. Et ça va être aussi en fonction de la longueur du cylindre. Donc en fait, on injecte de l'eau à une certaine altitude, elle va s'écouler dans la roche à une vitesse différente selon le type de roche et elle va ressortir plus bas à un autre endroit. Et finalement, il faut imaginer qu'on a la même chose sous nos pieds. On a de l'eau qui va s'infiltrer sur les points hauts et qui va circuler à l'intérieur de la roche pour atteindre les points bas qui vont être les rivières. L'eau, elle va circuler à des vitesses différentes selon le type de roche. Ça va dépendre aussi de la pente, de l'altitude. L'eau, elle va des points hauts aux points bas, forcément, en souterrain comme en surface, ça ne change pas. Et donc voilà, c'est ces expériences-là qui ont permis de caractériser, de déterminer la perméabilité des différentes roches. C'est comme ça qu'on détermine la perméabilité en laboratoire des différentes roches. Alors, si on fait le même classement qu'on avait fait tout à l'heure pour la porosité, donc la perméabilité, c'est en mètres par seconde, c'est des valeurs très faibles. Là, vous voyez l'échelle, ça va de 10-2 à 10-13. La perméabilité est supérieure pour les graviers, les gravillons dépourvus d'éléments fins. On est autour de 0,01 mètres par seconde. Pour les sables, c'est un petit peu plus faible. Pour les grès, les sables très fins, encore plus faibles. Et pour les argiles, là, la perméabilité est de 10-13. On considère qu'en fait, il n'y a pas d'eau qui peut circuler à l'intérieur. En Bretagne, on est aux alentours, dans les roches, autour de 10-2 à 10-5 pour nos formations qui sont aquifères. Donc la transmissivité, c'est le volume d'eau qui peut traverser un prisme d'aquifère, c'est la définition du dictionnaire, sous l'effet d'une différence de charge unitaire. La différence de charge unitaire, c'est la différence de hauteur dont je vous parlais tout à l'heure, le H1 moins H2, c'est le moteur de l'écoulement. Il faut qu'il y ait une différence d'altitude, sinon, si on met le cylindre à plat, il n'y a plus d'écoulement, il n'y a plus du tout d'écoulement qui se passe. La transmissivité, elle est reliée
à la perméabilité, donc la perméabilité qui est notée K, que vous voyez ici dans l'équation. La transmissivité, c'est la perméabilité fois l'épaisseur de l'aquifère. Donc c'est la vitesse à laquelle l'eau traverse les vitres du terrain fois la hauteur du terrain qui est mouillé, la hauteur de l'aquifère. On voit ici sur la figure une coupe avec une succession de différentes formations géologiques qui ont des perméabilités différentes. Certaines vont pouvoir faire circuler plus d'eau que d'autres. Ça dépend si on a des argiles, si on a des graviers, si on a des sables. Et donc, la transmissivité, c'est pour chacune des couches la perméabilité de chacune des roches fois l'épaisseur de l'aquifère. Ça me permet d'obtenir une perméabilité moyenne. Quand on a quelque chose d'homogène, c'est assez facile. Quand on a des formations géologiques qui ne sont pas homogènes en profondeur, il faut combiner tout ça pour comprendre la circulation de l'eau souterraine. Pour illustrer un peu l'autre grandeur, le coefficient d'emmagasinement, donc qui est plutôt un terme de stockage, qui s'apparente davantage à la porosité. On va avoir des comportements différents selon qu'on est dans une nappe libre. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, la nappe libre, c'est celle qui est en contact direct avec la surface du sol et qui n'a pas de couvercle imperméable dessus. On a des choses différentes entre une nappe libre et une nappe captive qui, elle, est recouverte par un toit imperméable. Si on a un niveau d'eau qui baisse d'1 mètre dans une nappe libre, on va récupérer beaucoup plus d'eau que dans une nappe captive qui est déjà sous pression, en fait. Et donc, le coefficient d'emmagasinement, c'est comme ça qu'on caractérise une nappe libre ou une nappe captive avec son coefficient d'emmagasinement S, qui va être supérieur à 10-2 dans les nappes libres et inférieur à 10-3 dans les nappes captives. Bon, là, c'est les termes un peu techniques. On y reviendra quand je vous parlais des essais de pompage au second semestre. Mais voilà, il faut savoir que ces trois grandeurs sont très importantes, perméabilité, transmissivité et emmagasinement, pour caractériser un aquifère. Dernière grandeur de ce type, c'est la notion de charge hydraulique dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est exprimée en mètres. Donc ici, une petite équation. Après, on fait de la physique, on va faire des maths, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. C'est juste pour vous indiquer que la charge hydraulique, c'est la somme d'un terme de pression. Je vous disais tout à l'heure, on parle de niveau piézométrique. C'est vraiment la pression de la nappe pour un équilibre de pression entre l'air et entre l'eau. Donc cette charge hydraulique, c'est la somme d'un terme de pression ici et un terme d'altitude. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la différence de charge entre deux points, c'est le moteur de l'écoulement. Voilà, vraiment la différence d'altitude, c'est ça qui va faire que l'eau va circuler. Il faut bien avoir ça en tête aussi. L'eau souterraine, c'est pas un lac statique, ça circule, ça va des points hauts aux points bas. L'eau va s'infiltrer plus ou moins profondément dans le sol et va mettre plus ou moins de temps pour atteindre la rivière ou atteindre un forage si elle est captée auparavant. Mais voilà, ça fonctionne de cette manière-là. C'est pas quelque chose de statique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que le niveau de la nappe varie au cours de l'année. C'est vraiment quelque chose qui se passe en dynamique. Je fais une petite pause pour voir s'il y a des questions, parce que là, c'était des termes plus techniques. Pour l'instant, pas de questions. De toute façon, on pourra y revenir dans les échanges à la fin de la présentation. Alors, on va arriver à la dernière notion que je voulais aborder dans cette partie généralité sur les eaux souterraines. C'est la carte piézométrique. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être vu. On n'en a pas beaucoup en Bretagne, mais on peut en faire quand on a une étude spécifique sur un territoire. La carte piézométrique, c'est l'équivalent d'une carte topographique avec donc des courbes de niveau, mais de ce qui se passe dans la nappe sous nos pieds. C'est une synthèse des données hydrogéologiques et ça permet de schématiser le comportement de l'aquifère, donc d'étudier la morphologie de la surface de la nappe, comme on étudie la topographie d'un bassin versant, la répartition de la perméabilité et les trajectoires d'écoulement. Ça permet de savoir dans quel sens s'écoule la nappe. Vous avez ici un exemple qui date un petit peu, c'est la carte piézométrique du bassin du Kew
dans les Côtes-d'Armor, qui a été faite en 1980 à l'étiage. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien ma souris, on a la Rance qui traverse la carte du nord-est au sud-ouest, et toutes les lignes noires qu'on voit ici, c'est la carte piézométrique, donc les courbes isopièses, c'est-à-dire les courbes d'égale altitude de la nappe. C'est comme les courbes topographiques qu'on peut voir d'ailleurs en dessous sur la carte IGN. Là, c'est les courbes d'égale altitude de la nappe. Donc, on a des courbes ici à 15 mètres, par exemple. Ici, c'est 16 mètres, 17 mètres, 18, 19, 20. Voilà. Ces courbes, on les a tracées grâce à des mesures dans des forages ou dans des puits sur le terrain. On a relevé la profondeur de la nappe. Donc, évidemment, dans des ouvrages qui ne sont pas en pompage, puisque quand on pompe dans un ouvrage, le niveau de la nappe va descendre. Donc, on étudie le niveau de la nappe dans des ouvrages qui sont au repos, où le niveau n'est pas descendu. On fait une campagne où on essaye de mesurer dans le maximum de puits et de forages possible le niveau de l'eau sur une période de temps la plus courte possible. On essaye de faire ça sur une semaine maximum, parce que si jamais il y a des précipitations, le niveau de la nappe va pouvoir évoluer et donc on ne pourra plus avoir une image réelle de ce qui se passe. Les mesures entre les points ne seront plus significatives si on a fait des mesures avant la pluie et après la pluie, sur des points différents. Une fois qu'on a ces points, ça nous permet de tracer ces courbes isopièses qui représentent donc l'altitude de la nappe. Quand on a ces courbes, ça nous permet de tracer ce qu'on appelle des lignes de courant, c'est-à-dire vérifier le sens d'écoulement de la nappe, qui va donc des points hauts aux points bas, hein, c'est comme en surface. Donc ici, on avait les courbes de niveau les plus élevés, donc la première flèche bleue, et puis on voit que l'altitude descend. Donc ça nous montre qu'en fait, la nappe, elle vient alimenter la Rance. La nappe alimente la rivière. C'est effectivement le cas la plupart du temps. Hein. L'exutoire de la nappe, c'est la rivière. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on voit de ce côté-là que avec la flèche bleue, la nappe va des points hauts aux points bas pour aller vers la Rance. On voit aussi qu'un peu plus à l'est, il se passe quelque chose de bizarre avec des isopièces qui font des cercles. En fait, il y a ici une station de pompage, les forages d'eau potable de Bleuquin dans les Côtes-d'Armor, qui sont exploités par l'île-et-Vilaine pour l'alimentation en eau potable, enfin qui sont exploités, sont situés dans les Côtes-d'Armor, mais c'est pour l'alimentation en eau potable de l'île-et-Vilaine. On est dans le bassin tertiaire du Kiou, je vous l'ai dit, c'est un endroit où on a de l'eau souterraine en plus grande quantité que dans les aquifères de socle qui sont situés autour. Et donc, c'est un secteur qui est très exploité, notamment pour l'eau potable. Ici, on voit des lignes concentriques. Et en fait, si on regarde les lignes d'écoulement, d'après la carte piézométrique, ça nous permet de voir que l'eau souterraine va être attirée vers le pompage, et c'est normal. On pompe de l'eau souterraine, donc on l'attire tout autour et on modifie les écoulements naturels. Donc, la carte piézométrique, ça permet de voir à la fois les écoulements naturels, dans quel sens naturellement va la nappe, mais quand il y a un pompage quelque part, ça nous permet de voir d'où vient l'eau qui est pompée dans ce forage. Donc des cartes piézométriques, il y en a peu qui sont disponibles en Bretagne à grande échelle, mais quand on fait une étude particulière pour implanter notamment un forage d'eau potable, ce sont ce genre de cartes qui vont être faites pour bien comprendre les écoulements des eaux souterraines. Comme je vous l'ai expliqué, la surface piézométrique, donc le niveau de la nappe, il va varier naturellement au cours de l'année en lien avec la météo, en lien aussi avec l'hydrologie, puisqu'il y a un lien permanent entre les nappes et les rivières. Ça va varier aussi en fonction de la géologie, c'est-à-dire que selon la géologie, les nappes, la surface piézométrique va varier plus ou moins lentement. Le temps de réponse de la nappe va être différent en fonction des roches en présence. S'il y a une pluie, dans certaines nappes, ça va s'infiltrer très vite et le niveau va monter très vite. Dans d'autres nappes, le niveau il va y avoir plus d'inertie et le niveau de la nappe va augmenter plus lentement. Ça, ce sont des notions dont on vous reparlera au second semestre. Ces variations cycliques de la nappe, elles sont saisonnières, pluriannuelles ou de courte durée.
Ça va dépendre également des secteurs. Ça dépend des précipitations, évidemment, hein, puisque les eaux souterraines, au départ, c'est de l'eau de pluie. Ça va dépendre de l'évapotranspiration. S'il y en a beaucoup, l'eau n'atteindra pas la nappe. S'il y en a moins, l'eau va pouvoir s'infiltrer. Et ça va dépendre aussi des variations du niveau de l'exutoire de la nappe. C'est quoi l'exutoire de la nappe? Alors, ça va être la rivière, par exemple. Ça va aussi être la mer, par endroit. Évidemment, il y a un autre exutoire, mais qui n'est pas naturel de la nappe, c'est toute l'eau qui est prélevée au niveau des forages et des puits. Il y a un autre exutoire naturel des nappes, ce sont les sources. Les sources, c'est la naissance d'une eau de surface, mais au départ, l'eau qui sort à la source, c'est de l'eau souterraine. Comme je vous l'expliquais, le délai de réponse de la nappe est en fonction principalement de la géologie, donc de la perméabilité dont je vous expliquais tout à l'heure, des structures aussi, hein, est-ce qu'il y a la présence de failles, est-ce qu'il y a des couches imperméables, et ça va faire qu'on a une nappe qui est réactive aux pluies ou non. Ça va dépendre aussi des secteurs. On ne peut pas caractériser l'ensemble des nappes de la Bretagne d'une certaine manière. C'est toujours des études au cas par cas par secteur. On n'a pas une connaissance globale des variations du niveau de la nappe en Bretagne. On les approche par l'étude de certains points, ce qu'on appelle des piézomètres, qui nous servent à établir notamment des cartes piézométriques. Et donc, on vous présentera au second semestre le réseau piézométrique de Bretagne, c'est-à-dire les 52 forages qui nous servent à suivre en permanence les variations naturelles de la surface piézométrique. La carte piézométrique, elle nous permet d'établir le bassin versant souterrain. Donc, vous connaissez les bassins versants de surface, hein, donc la surface qui est délimitée par une ligne de partage des eaux. Toutes les eaux qui tombent dans ce bassin versant se dirigent vers un même exutoire. Le bassin versant souterrain n'est pas forcément équivalent au bassin versant de surface. On considère en première approche dans le socle que c'est approchant, qu'en général, l'eau qui tombe au sein d'un bassin versant de surface en souterrain, elle va circuler également de la même manière, des points hauts vers les points bas. Mais il peut y avoir des variations, notamment si on a des failles importantes. Et dans les bassins sédimentaires, cette notion de bassin versant topographique, elle ne correspond pas du tout à ce qui se passe en profondeur, puisqu'on a des nappes de très grande extension qui font l'intégralité du bassin versant parisien et qui ne suivent pas du tout les écoulements en surface. Donc, en première approche en Bretagne, on peut se dire que les écoulements souterrains suivent à peu près les écoulements de surface et qu'on peut raisonner en termes de bassin versant. Attention, c'est pas vrai partout et souvent, il faut faire justement des mesures plus précises, implanter des piézomètres pour mieux comprendre d'où viennent les écoulements. Par contre, effectivement, on n'a pas de l'eau qui vient de Châteaulin et qui viendrait alimenter Rennes. On n'a pas du tout de grandes nappes qui parcouraient toute la Bretagne. C'est vraiment l'eau souterraine qu'on capte à un endroit. Il provient quand même d'un secteur assez restreint autour du forage quand on est en Bretagne. On n'a vraiment pas des nappes qui traversent toute la Bretagne. Et enfin, dernière notion plus en détail, c'est cette relation entre les nappes et les rivières. Vous avez sur la partie gauche un schéma avec en bleu turquoise l'écoulement de la rivière, donc qui va du haut vers le bas de l'image. C'est une vue en plan. Et puis vous avez les courbes bleu foncé, ce sont les isopièzes, donc la carte piézométrique. Avec en rouge l'essence d'écoulement de la nappe. Donc, ça veut dire qu'en haut de l'image, ce sont les niveaux les plus hauts de la nappe et en bas, les niveaux les plus faibles. On voit les lignes rouges, donc ici, qui s'écartent de la rivière sur la partie qui est située en haut de l'image, alors qu'en bas de l'image, là, les flèches rejoignent la rivière. Si on regarde ce qui se passe en coupe, donc, ce sont les deux schémas que vous avez à droite de l'image. Vous voyez, ici, vous aviez les lignes, les flèches qui s'écartaient de la rivière, parce qu'en fait, le niveau de la rivière est plus élevé que le niveau de la nappe. Et là, c'est la rivière qui vient alimenter la nappe. D'où ces flèches qui s'éloignent, ça nous montre que c'est la rivière qui alimente la nappe. À l'inverse, en bas de la figure, les flèches rouges rejoignent la rivière. Donc, ça veut dire que la nappe vient alimenter la rivière. Effectivement, le niveau de la nappe est plus haut que le niveau de la rivière.
Ça, c'est ce qu'on observe dans la plupart des cas en Bretagne, avec donc une nappe qui vient contribuer à l'alimentation de la rivière. C'est pas vrai partout, notamment dans les bassins sédimentaires, où on peut avoir sur une même rivière une succession de secteurs où c'est la rivière qui alimente la nappe et d'autres secteurs où la nappe alimente la rivière. Ça peut également varier au cours de l'année. En hiver, quand le niveau de la rivière est très élevé, c'est plutôt la rivière qui va alimenter la nappe, alors qu'en été, quand le niveau de la rivière est très bas, c'est la nappe qui vient alimenter la rivière. Et d'ailleurs, en Bretagne, quand on n'a pas de pluie l'été et qu'on a encore de l'eau dans la rivière, c'est vraiment de l'eau souterraine. Ça vient essentiellement de la nappe. Concernant ces relations nappe-rivière, il y a un projet qui a été mené par le BRGM entre 2005 et 2008. C'est le projet Silure Bretagne, qui a été fait par mon collègue Bruno Mougin, et qui a notamment étudié cette contribution des eaux souterraines au débit des rivières. Vous avez ici, sur cette carte, les bassins versants bretons de surface, en amont des stations de jaugeage. C'est pour ça que quand vous avez toute la frange littorale qui est grisée, c'est tous les secteurs en aval des stations de jaugeage et sur lesquels on n'a pas pu faire ces études. Donc tous ces bassins versants amont, ils sont représentés du jaune au orange et orange foncé, et ils représentent la contribution globale annuelle des eaux souterraines à l'alimentation des rivières. Les bassins en jaune, c'est une faible contribution des eaux souterraines, ça s'échelonne entre 35 et 50%. Ça veut dire que sur l'année, toute l'eau qui s'écoule dans la rivière, il y en a 35 à 50% qui provient des eaux souterraines. Là, c'est la moyenne à l'année. Plus on va vers le rouge, plus cette contribution augmente, et les bassins qui sont figurés en orange foncé, la contribution des eaux souterraines va de 60 à 85% pour l'alimentation des rivières. Donc une très forte contribution des eaux souterraines au débit des rivières. Évidemment, ça c'est une moyenne à l'année, mais ça varie, comme je vous le disais, à l'étiage, on peut avoir 100% de l'eau de la rivière qui provient des eaux souterraines. Et ça va être le cas sur quasiment l'intégralité des bassins versants, que la contribution annuelle des eaux souterraines soit forte ou faible. La différence entre les bassins versants, elle est liée notamment à la géologie et à plein de facteurs différents. Mais donc c'est intéressant de voir que ces bassins versants sont plus ou moins reliés aux eaux souterraines. Voilà, on pourra y revenir également au second semestre. Donc, il y a certains secteurs où, que ce soit au niveau de la qualité ou de la quantité de l'eau, quand on est sur les bassins versants orange, il est très important de prendre en compte les eaux souterraines, puisque si les eaux souterraines sont dégradées ou si les réserves en eau souterraine sont faibles, ça veut dire que si elles sont dégradées, à l'étiage dans les cours d'eau, on risque d'avoir une qualité d'eau dégradée également. Et si les eaux souterraines ont le stock d'eau souterraine ne s'est pas rechargé, par exemple, pendant l'hiver, ça veut dire qu'on aura peu de soutien d'étiage par la nappe au cours d'eau l'été. Si vous êtes intéressé par cette carte, je vous ai mis le lien pour accéder à cette carte sur le site internet CIGES Bretagne, avec différentes explications. Ça peut vous permettre déjà de voir selon vos secteurs les différentes données qui sont disponibles. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous donne rendez-vous au second semestre pour cette formation souterraine hydrogéologie en Bretagne. Ça sera probablement au mois d'octobre. On va prochainement fixer la date avec Charlotte. Vous pouvez également consulter un article du site internet CIGES Bretagne qui s'appelle « Les eaux souterraines bretonnes en bref » et qui vous renvoie vers différents articles du site qui traitent de différentes thématiques, la quantité, la qualité, la géologie, voilà, différentes choses qui peuvent vous intéresser. Et je vous ai mis 3 liens vers les sites internet du BRGM sur la géologie et sur les eaux souterraines que vous avez peut-être déjà consulté. Le site Infoterre, qui est le portail géologique national, où vous retrouvez les informations de la banque de données du sous-sol, la BSS, qui contient tous les ouvrages souterrains qui sont recensés par le BRGM, donc, y compris les forages d'eau et les puits. C'est une obligation réglementaire au-delà de 10 mètres de profondeur de déclarer son puits ou son forage. Vous y retrouverez également les cartes géologiques, dont celles que je vous ai présentées aujourd'hui, mais aussi les rapports des études BRGM.
Le site ADES, accès aux données sur les eaux souterraines. Vous y trouverez des informations sur la qualité et des eaux souterraines et également la quantité, c'est-à-dire le niveau des nappes. C'est là qu'on stocke notamment les mesures piézométriques sur les 52 points qui sont suivis en Bretagne. Et on y trouve également les données qualité de l'Agence régionale de santé sur les captages d'eau potable et le suivi que fait également l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sur les eaux souterraines. Donc voilà, des informations sur les eaux souterraines. Et un portail régional sur les eaux souterraines, le CIGES Bretagne. CIGES, ça veut dire Système d'information pour la gestion des eaux souterraines. C'est un site internet qui contient à la fois des articles, donc du contenu textuel pour expliquer les eaux souterraines, des actualités sur les eaux souterraines. Il y a également un espace cartographique, comme sur le site Infoterre, mais là sur lequel vous trouverez des informations spécifiques aux eaux souterraines de la région. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de ce matin. J'espère que ça vous a intéressé, que c'était assez clair, qu'il n'y a pas eu trop de problèmes de son. Donc on a maintenant un temps pour échanger. N'hésitez pas à poser vos questions sur ce qui a été présenté ce matin et également à me faire part de vos demandes particulières pour la formation du second semestre qu'on pourra adapter en fonction de vos attentes. Et comme le demandait Charlotte en début d'intervention, merci de bien vouloir vous présenter avant de poser votre question. Merci à vous pour votre attention. Flora, c'est Charlotte. Oui. Je te remercie déjà pour ton intervention. Il y a 4 questions sur le chat. Oui, très bien. Alors, les dans en forage, on y était. Une question de Mathilde Gaston. Donc, pour la réalisation de ces cartes, y a-t-il des difficultés liées au nombre de piézomètres ou des différentes nappes dans lesquelles ils sont implantés? Alors, effectivement, quand on veut réaliser une carte piézométrique, il faut avoir un certain nombre de points pour que ce soit représentatif. Il faut que ce soit assez dense. Il faut tenir compte si on a la présence ou pas d'une rivière, parce qu'il faut dans ce cas implanter des piézomètres de part et d'autre de la rivière pour bien comprendre les écoulements. Mais c'est très important aussi de voir dans quelle nappe ils sont implantés. Si on est dans un bassin sédimentaire, c'est pas le cas en Bretagne, mais dans un bassin sédimentaire, c'est sûr que si on fait des piézomètres à 30 mètres de profondeur et à 100 mètres, ils vont pas être dans la même nappe. Ça veut donc dire qu'on ne va pas mesurer la même chose, on ne pourra pas faire une carte piézométrique. En Bretagne, c'est davantage connecté. L'eau qui circule dans les premiers mètres, donc dans les altérites, elle est connectée à ce qui se passe plus en profondeur. Et même si on a un forage profond, par exemple à plusieurs centaines de mètres de profondeur, il est souvent lié quand même à l'eau de surface et il va attirer de l'eau de surface. Ceci dit, il faut quand même faire attention aux profondeurs auxquelles on implante les piézomètres. Ça, c'est le travail que doit mener un bureau d'études en hydrogéologie au moment d'implanter les piézomètres et surtout pour l'interprétation. Il faut faire attention, donc si on mesure dans des puits ou dans des forages, mais les nappes vont être connectées. Après, c'est au moment où on fait cette interprétation des cartes piézométriques, qu'on veille à ça, et qu'on peut éventuellement éliminer certains points qui ne seraient pas représentatifs. Mais voilà, il y a des choses à prendre en compte quand on fait une carte piézométrique, effectivement. J'espère que je réponds à la question. N'hésitez pas à intervenir en direct hein, si jamais il y a des questions supplémentaires sur ce thème ou... il y en a une justement, une question où voilà, besoin de compléments. Alors, je continue, je vais les prendre dans l'ordre, les questions. Quelles sont les grandeurs de temps pour qu'une goutte d'eau atteigne un aquifère en Bretagne? Alors, ça, c'est une bonne question également. Ça va dépendre, en fait, une goutte d'eau qui tombe en surface, ça va dépendre de la profondeur de la zone non saturée que je vous présentais au début. Donc, l'épaisseur du sous-sol dans laquelle l'eau va circuler, mais où on n'a pas encore atteint la nappe. Si la nappe est très proche de la surface, ça va pouvoir mettre quelques jours, quelques heures peut-être même. Si la nappe est beaucoup plus profonde, là, le temps de circulation va être plus long. Je ne peux pas vous donner quelque chose qui est toujours valable, mais par exemple, quand on regarde sur certains de nos piézomètres en Bretagne, on fait la courbe, on regarde la courbe du niveau piézométrique, donc l'évolution du niveau de la nappe, et qu'on met en parallèle la pluviométrie, parce que chacun de nos
piézomètre est implanté à proximité d'un pluviomètre suivi par Météo France, une station Météo France. Donc, ça nous permet de faire ce lien. On voit entre 1 et 3 jours, 5 jours, on peut avoir une réaction de niveau de la nappe à la pluie. Des nappes qui sont quand même assez réactives en Bretagne. Après, il y a une autre question je ne sais pas si elle est posée là. Il y a la question combien de temps la goutte d'eau met pour atteindre la nappe et après combien de temps la goutte d'eau met pour atteindre la rivière. Ça, c'est encore une autre question. Ça va dépendre des boucles de circulation en profondeur, de l'eau qui va s'infiltrer plus ou moins profondément. Ça va permettre en fait, c'est un mélange, hein, l'eau, et on entend souvent parler de temps de résidence ou d'âge de l'eau. Ça, c'est des notions qui sont complexes. Il existe des possibilités pour les approcher, mais voilà, là, ça fait appel à des compétences vraiment particulières et on n'a pas cette notion-là à l'échelle de la Bretagne. C'est toujours des mesures particulières à faire par secteur. Peut-on dire que l'émergence de sources en tête de bassin versant sont constituées d'eau jeune? Alors là, ben voilà, on est exactement dans la même problématique que ce que je viens de parler. Effectivement, en tête de bassin versant, on peut supposer que l'eau va être plus récente puisqu'elle s'est infiltrée sur les points hauts et elle n'a pas pu circuler plus longtemps. Mais là aussi, la notion d'eau jeune, c'est relatif, hein, donc c'est seules des études de datation des eaux souterraines permettent de vraiment approcher et de répondre à cette question-là. Mais effectivement, a priori, en tête de bassin versant, on va avoir des eaux qui sont plus jeunes. Entre guillemets, le entre guillemets est bien utilisé. Voilà. En moyenne, combien de temps peut-on dire que l'eau d'un aquifère est renouvelée? Beaucoup de questions qui tournent autour de ce thème-là. On pourra les aborder plus précisément dans la seconde partie de la formation. Il y a des études qui ont été faites par bassin versant, justement pour essayer d'estimer le temps de renouvellement. Donc, c'est à partir, en fait, on regarde en combien de temps le stock va se reconstituer, va se renouveler. Ça peut être... C'est variable aussi, hein, selon les secteurs. Malheureusement, c'est souvent la réponse que je vais vous faire et qui peut être frustrante quand on parle d'hydrogéologie. C'est que je vais vous dire, ça dépend du secteur. On n'a pas une réponse toute faite. Ça va être plusieurs années. Ça peut être 3 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être beaucoup plus, en fait. Et là aussi, ça nécessite des études particulières pour le déterminer. Si vous consultez sur le CIGES Bretagne, justement, la carte de contribution des eaux souterraines au débit des rivières, il y a également des cartes qui ont été faites par bassin versant sur certains bassins. Il y a notamment le bassin de l'Orne, il y a le secteur de Mézin, je ne les ai plus tous en tête, où il y a eu ce travail-là d'estimation du temps de renouvellement. Là, c'est pareil, c'est global à l'échelle d'un bassin versant. C'est forcément pas la même chose, hein, selon les secteurs où on se trouve dans le bassin versant. Mais ce temps-là, il est forcément intéressant puisqu'il donne une indication sur les temps de reconquête de la qualité. Donc, je vous invite à consulter ces études. C'est Silure bassin versant, donc sur le CIGES Bretagne. Je pense que vu le nombre de questions, je pense que c'est intéressant qu'on s'y penche un peu plus dans la seconde partie de la formation. Voilà, c'est complexe d'y répondre là en une seule fois, mais voilà, on pourra regarder ça dans la seconde partie de la formation pour déjà vous donner quelques pistes de réponse. Je vois aussi une question donc, sur les périmètres des SAGE qui sont basés sur les limites des bassins versants. Est-ce que pour vous, il y a un sens à arrêter dans un SAGE une réglementation pour les eaux souterraines, sachant que cette réglementation ne s'appliquera qu'aux nappes concernées par le périmètre et donc pas la nappe entière? Comment faire autrement? Alors, par exemple, en Aquitaine, il y a un SAGE nappe profonde, un SAGE spécifique aux nappes, parce que la problématique est différente. On est dans un bassin sédimentaire, avec des enjeux très forts sur certaines nappes qui sont surexploitées où le niveau piézométrique baisse et où, comme vous le dites, le territoire de la nappe, les limites de la nappe ne correspondent pas du tout
aux limites des bassins versants. Donc là, ils ont fait un stage spécifique pour traiter ces nappes profondes et qui ne tient pas du tout en compte des limites administratives. En Bretagne, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Comme je vous l'expliquais, actuellement, on raisonne quand même davantage en termes de bassins versants, de surface, même pour les nappes souterraines. Donc, ce qu'on peut prévoir au sein d'un sage pour les nappes souterraines, ça va quand même s'appliquer globalement aux nappes qui sont concernées par le périmètre du sage, finalement. Alors, peut-être pas la nappe entière par secteur, mais à l'heure actuelle, c'est encore le mode de gestion qui est utilisé. Ça correspond assez bien. C'est sûr que si on fait la même chose dans les bassins sédimentaires, là, ce sera vraiment très différent. Et comment faire autrement, voilà, il y a l'exemple d'Aquitaine, mais je pense qu'on n'est pas encore à ce stade-là en Bretagne. Par contre, ce qui est bien, c'est quand même de s'intéresser aux eaux souterraines du sage et pas seulement aux eaux de surface, puisque de toute façon, on l'a vu, il y a bien un lien entre les deux. Donc, c'est quand même intéressant de s'intéresser aussi aux eaux souterraines et pas se dire, bon, les limites des eaux souterraines, on les connaît moins, donc on va pas s'y intéresser. Finalement, nos eaux souterraines, on les retrouve quand même dans les rivières, donc c'est important de les prendre en compte. Alors, la densité des plans d'eau de surface à proximité de la rivière peut-elle modifier la circulation de l'eau souterraine ? C'est une bonne question. Vous pensez peut-être à des... Alors, soit il y a des plans d'eau, gravières en nappe alluviale, par exemple le long de la Vilaine, où ce sont d'anciennes exploitations de granulats, où la nappe alluviale est maintenant affleurante puisqu'on a creusé dans la nappe et donc les plans d'eau apparaissent. Donc là, évidemment, là, c'est une mise à nu, une mise en surface de la nappe souterraine. Donc là, c'était de l'eau qui était en profondeur et qui est maintenant directement à la surface du sol et qui affleure. Donc là, ça a forcément une influence, le fait de creuser et d'atteindre la nappe. Après, il y a aussi des plans d'eau type retenue collinaire. C'était peut-être plutôt ça qui était envisagé dans la question. N'hésitez pas à intervenir pour préciser. Là également, il faut voir, si on fait des plans d'eau, il faut voir à quelle profondeur, éventuellement ça peut modifier les écoulements. Si on capte de l'eau de ruissellement pour les mettre dans un plan d'eau, évidemment c'est de l'eau qui ne va pas s'infiltrer, donc ça fait aussi un manque à gagner pour la nappe. Tout ça, c'est à prendre en compte de manière globale pour faire des bilans, en fait, pour voir si l'eau peut... Quel est le manque à gagner pour l'eau souterraine éventuellement. N'hésitez pas à préciser la question. Est-ce que les nappes en Bretagne se sont bien reconstituées avec la pluviométrie importante de cet hiver? Alors, ça peut être l'occasion. Je vais essayer de partager mon écran en vous montrant. Je vais partager l'écran. Je pense que là, vous devez voir le site internet CIGES de Bretagne. Et on va regarder la carte de situation des niveaux de nappe à fin avril. Donc, à fin avril, on commence déjà à avoir une baisse des niveaux piézométriques. Mais ça va vous donner déjà une première réponse à la question. Et si vous ne connaissiez pas le bulletin de situation des nappes, ça vous le présentera pour savoir où on en est. Ce bulletin-là, il est rédigé par le BRGM 8 fois par an. Le premier on fait un à chaque début de mois, de début avril à début septembre. Et on en fait un aussi également en décembre, pour voir la situation à fin novembre et le début de la recharge de la nappe. Ce bulletin, il reprend la situation au niveau pluviométrique et puis au niveau de les niveaux des nappes par rapport aux moyennes du mois et l'évolution récente. Est-ce qu'on est en hausse ou est-ce qu'on est en baisse? Donc, effectivement, cet hiver, il y a eu une très forte pluviométrie. Donc, les nappes avaient des niveaux très hauts. À fin novembre, on avait déjà des niveaux qui étaient très élevés, très supérieurs au normal. Le printemps a été un peu plus sec. Et finalement,
si je vous montre la carte d'état du niveau des nappes, à fin avril 2020, on est à des niveaux globalement conformes aux normales saisonnières. Cette carte vous présente en couleur, donc le bleu foncé, c'est les niveaux très supérieurs à la normale, et plus on va vers le rouge, plus on a des niveaux inférieurs à la normale. En vert, c'est un niveau moyen. Ça vous présente ces niveaux sur les 52 piézomètres bretons, sur lesquels on continue le niveau des nappes. On voit que l'essentiel des nappes est plutôt stable, des niveaux assez stables, voire en baisse. C'est un phénomène normal pour la saison, hein, puisque la végétation a commencé à reprendre. L'eau de pluie n'atteint plus forcément la nappe, donc les niveaux commencent à baisser. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la couleur. Donc, on a encore à des niveaux moyens. Donc, en fait, en fin d'hiver, on était à des niveaux très élevés. Les stocks s'étaient complètement reconstitués. Avec ce printemps qui a été un peu plus sec, les nappes ont commencé à baisser. Et donc là, on est à des niveaux moyens. Le prochain bulletin va paraître jeudi prochain, où on aura la situation à fin mai. Donc, on saura un peu mieux où on en est pour savoir comment aborder l'été. Voilà. Donc, les stocks avaient été reconstitués, mais commencent bien à se vidanger avec l'absence de pluie au printemps. Avec la période sèche, alors je lis la question suivante, est-ce qu'avec la période sèche de ces dernières semaines, est-ce que certains cours d'eau, notamment en tête de bassin, peuvent dès maintenant être à sec, même si beaucoup d'eau de pluie cet hiver? Oui, effectivement, là, on voit que les eaux souterraines, on a des secteurs où on a déjà des niveaux inférieurs à la normale, donc ces nappes vont moins bien pouvoir contribuer au soutien d'étiage. Donc on va peut-être avoir des secteurs qui poseront problème, malgré les gros stocks de cet hiver, en fait. Alors, sur la zone côtière, comment se passe l'interaction nappe d'eau douce et eau de mer? Je pense que vous voyez toujours mon écran. C'est très bien, finalement, j'arrive à voir le chat en voyant mon écran quand ce n'est pas la présentation, donc c'est très bien. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir sur le site une étude récente qu'on a faite justement de sensibilité des aquifères côtiers aux ce qu'on appelle les intrusions salines. Alors, je pense que vous voyez tous là le schéma. Quand on est en bord de mer, on a un lien entre l'eau salée de la mer et l'eau douce. L'eau douce, la nappe d'eau douce, elle flotte sur l'eau salée et ça forme une sorte de lentille. Là, il ne faut pas avoir pour l'instant ce triangle qui est à un niveau influencé, mais on a une lentille d'eau douce qui vient se reposer sur l'eau salée. L'eau douce, elle flotte sur l'eau salée parce qu'elle est moins dense. Et donc, on a ce qu'on appelle un biseau salé qui se forme naturellement au niveau du littoral. C'est un équilibre entre l'eau douce et l'eau salée. Si on vient faire un pompage à ce niveau-là, on vient déséquilibrer cette interface entre eau douce et eau salée. Alors là, elle est figurée sous la forme d'un trait. C'est pas aussi simple, hein. C'est une zone de transition. On passe de l'eau salée à de l'eau saumâtre et à de l'eau douce, en fait. Mais on a donc cette interaction, cette modification d'un équilibre entre eau douce et eau salée. Il faut savoir que quand on vient faire un pompage ici à proximité du littoral, quand on fait diminuer le niveau de l'eau douce d'1 mètre, le niveau de l'eau salée va remonter de 40 mètres en profondeur du fait de la différence de densité entre l'eau douce et l'eau salée. Donc, il faut faire très attention quand on fait un pompage ici à proximité du littoral, à ne pas trop descendre le niveau piézométrique, à ne pas trop faire de rabattement, c'est comme ça qu'on s'appelle dans le forage, pour ne pas attirer de l'eau salée en profondeur. Parce que la conséquence, c'est que si on fait remonter de l'eau salée en profondeur, l'eau salée étant plus dense que l'eau douce, c'est un phénomène irréversible. On n'aura plus jamais d'eau douce à cet endroit-là. Donc, si jamais ici, votre pompage fait encore remonter ce biseau salé, ça veut dire qu'au niveau du forage, vous pompez de l'eau salée et c'est définitif, vous n'aurez plus d'eau douce. Mais surtout, vous contaminez toutes les nappes entre ce forage et la mer. Donc, il faut vraiment veiller à suivre la conductivité de l'eau, donc sa minéralisation quand on fait un forage en bord de mer pour éviter d'atteindre ce biseau salé et puisque c'est un phénomène irréversible. Donc, il y a des conditions à respecter quand on exploite un forage en bord de mer. Donc, le fait qu'on ait cet équilibre eau douce ou salée, c'est naturel, mais ça peut être justement déséquilibré
par les actions anthropiques, notamment les pontages. Si vous êtes intéressé par cette thématique, vous avez ici un article sur le CIGES Bretagne, sur la sensibilité des aquifères côtiers bretons aux intrusions salines, qui présente le projet qui a été mené, avec tout en bas un lien vers le rapport BRGM. Alors, les 12 000 forages bretons sont tous actifs. Alors, en fait, il y en a bien plus que 12 000. Les 12 000 forages que je vous ai présentés tout à l'heure, c'était les forages qui ont été étudiés au début du projet Silure en 2003, et sur lesquels on avait des informations sur le débit et la profondeur. À l'heure actuelle, on est plutôt autour de 30 000 points d'eau qui sont recensés dans la banque du sous-sol en Bretagne. Alors, c'est des points d'eau qui sont recensés quand le foreur déclare le forage ou le puits lors de sa réalisation. Cette base, il faut savoir déjà que donc c'est déclaratif, c'est obligatoire au titre du code minier, mais on suppose que tous les forages, on sait que tous les forages ne sont pas déclarés, malheureusement. C'est difficile d'estimer combien ne sont pas déclarés, mais il y en a quand même un certain nombre. Donc sur ces 30 000 forages, il y en a sûrement plus. Par contre, on n'est pas forcément informé quand un de ces forages est abandonné ou rebouché. Donc, ça veut dire que sur les 30 000 qui sont dans la banque du sous-sol, tous ne sont peut-être pas actifs, mais il y en a aussi sûrement plein d'autres qui sont actifs et qui ne sont pas connus. Donc, on peut peut-être considérer que c'est un chiffre approximatif, mais voilà, on n'a pas forcément l'idée de tous les forages qui sont exploités. Question suivante. Dans le cas d'une pollution de nappe, quelles sont les mesures mises en place pour la protection des rivières? Il y a la protection des rivières, il y a aussi la protection la première chose, c'est la protection des autres captages qui seraient en aval. C'est déjà arrivé qu'il y ait des déversements de produits, par exemple dans un puits, en amont d'un captage d'eau potable souterrain. Donc là, forcément, il faut étudier les sens d'écoulement de la nappe et vérifier par des analyses que les forages d'eau potable ne sont pas atteints. Là, je ne sais pas si vous parlez d'une pollution ponctuelle ou d'une pollution diffuse. Donc, si c'est vraiment accidentel, on déverse quelque part. L'idée, d'abord, c'est si on sait qu'il y a eu un souci, soit de produits qui sont déversés sur la surface du sol et qui se sont infiltrés et qui ont atteint la nappe. Là, l'idée, c'est de supprimer en premier la source de pollution et de faire un suivi après, notamment s'il y a une rivière à proximité, pour essayer de voir si la pollution atteint ou pas la nappe. Mais la première chose à faire, c'est de supprimer la pollution. Si c'est vous parlez de pollution diffuse, donc des nitrates ou les pesticides, là, c'est bien plus complexe, justement parce que dans les nappes, on va avoir un stock de nitrates et de pesticides qui va pouvoir être stocké en zone non saturée et qui, à chaque hiver, quand le niveau de l'eau va remonter, on va remettre en solution ces polluants qui vont atteindre la nappe et à terme atteindre la rivière. Donc là, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des actions de ce côté-là pour remédier à ces stocks de nitrates et de pesticides. Je ne sais pas si ça répond à la question, hein, n'hésitez pas à compléter. Alors, question suivante. Les forages sont-ils abandonnés par épuisement de la ressource? Ça peut arriver que les forages soient abandonnés parce qu'ils soient secs. Ce n'est pas forcément un épuisement de la ressource, ça peut être aussi une mauvaise gestion du forage. Quand on fait un forage, on met un tube à l'intérieur, un tube plein en surface, et puis un tube crépiné, donc des tubes PVC avec des fentes en profondeur dans lesquelles on vient capter l'eau souterraine par pompage. Si on exploite le forage à un débit trop fort, on peut venir colmater ces tubes, ces crépines. Également, si on fait descendre trop profondément le niveau d'eau, en Bretagne, on a souvent du fer dans les formations géologiques, et donc quand le fer se retrouve à l'air libre, ça rouille, et donc ça vient colmater le forage. Donc, on se retrouve avec des forages qui sont colmatés et qui, du coup, ne produisent plus d'eau puisqu'on a bouché tous les trous, donc on ne peut plus avoir d'eau souterraine qui arrive. Donc, on a des forages secs, mais ce n'est pas forcément parce qu'il n'y a plus d'eau, c'est parce qu'ils ont été mal exploités. Donc ça peut souvent être le cas.
On a des forages qui sont abandonnés aussi parce qu'ils sont de mauvaise qualité. C'est notamment le cas des forages d'eau potable, où on a des teneurs en nitrate qui sont trop fortes et où finalement on ne peut plus traiter l'eau, et donc des forages abandonnés en ce sens. On peut éventuellement avoir des forages qui s'assèchent, ça va aussi notamment être des puits de surface, notamment quand on a des étiages très sévères, ou si un pompage dans un forage voisin a été mis en place et qui pourrait venir assécher ce puits. On a le cas de forages qui vont être à sec l'été parce qu'il n'y a plus assez d'eau, là vraiment par épuisement de la ressource, qui vont, par exemple des exploitations agricoles, qui vont basculer sur le réseau public l'été parce qu'elles n'ont plus assez d'eau dans leur forage et qui, à l'automne, vont pouvoir se remettre sur le forage parce que la réserve en eau se sera reconstituée. L'abandon des forages, comme je vous le disais, on n'a pas, nous, au BRGM, la visibilité des raisons. Et surtout, on n'est pas forcément informé de l'abandon. L'Agence régionale de santé, elle, fait un suivi pour les forages d'eau potable. Donc, il y a souvent des raisons. Les raisons qui reviennent le plus souvent, c'est quand même l'abandon pour cause de nitrates ou pesticides, mauvaise qualité. Savez-vous s'il existe l'équivalent du projet Silure en Pays de la Loire? Alors non, il n'y a pas d'équivalent du projet Silure en Pays de la Loire. Le projet Silure, il a été décliné en Limousin seulement. Il n'y a pas d'équivalent en Pays de la Loire. C'est vrai qu'en Pays de la Loire, on est dans les formations de socle aussi, comme en Bretagne, sauf qu'il y a d'autres ressources qui ont été exploitées. Il y a notamment davantage de bassins tertiaires que sur le socle que ce que nous avons, nous, en Bretagne. Il y a le bassin de Safré, Cambon aussi. Et il y a les alluvions de la Loire qui sont très productives et qui sont utilisées beaucoup pour l'eau potable. Et toute la partie sud, toute une partie des Pays de la Loire qui se situe sur le bassin sédimentaire et qui, du coup, va être... ces formations-là vont être privilégiées pour l'alimentation en eau potable. Non, pas d'équivalent du projet Silure en Pays de la Loire. Est-ce que vous avez des cartes de drainage en Bretagne qui modifient les écoulements? Alors oui, ça c'est un sujet qu'on a notamment abordé récemment avec le bassin versant de la Seiche. À ma connaissance, il n'existe pas, enfin nous au BRGM, on n'a pas connaissance de cartes de drainage. Je ne sais pas si ça existe dans certains secteurs, dans certains bassins versants. Mais effectivement, ça modifie grandement les écoulements et c'est des choses qui ne sont pas forcément prises en compte, justement par manque de connaissances. Mais ce serait intéressant de les prendre en compte. Alors, je sais que mes collègues de Normandie ont fait une base de données de drainage, qui est consultable d'ailleurs sur Internet, pour justement recenser tous ces réseaux de drainage avec les secteurs drainés et les exutoires. C'est un très, très gros travail qui a été fait, mais à ma connaissance, il n'y a pas du tout d'équivalent en Bretagne. Alors, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et surtout, n'hésitez pas, même a posteriori, à faire remonter à Charlotte ou à moi-même vos questionnements qui pourraient vous venir par la suite ou des problématiques plus précises sur vos territoires pour qu'on puisse les aborder et les préparer pour la formation du second semestre. Ou si certaines des questions là, que j'ai abordées et que j'ai répondu en partie seulement, on pourra compléter au second semestre. Ça sera avec mon collègue Bruno Mougin, que certains connaissent peut-être également. Merci Flora. Moi j'en profite, j'ai préparé une petite enquête de satisfaction pour que vous puissiez justement faire tous vos retours, questions complémentaires et aussi pistes d'amélioration pour la webconférence. Donc, je vais vous envoyer ça dans le chat, le lien, et je vous enverrai aussi par mail. En tout cas, merci à tous. Merci aussi Flora. Personnellement, je trouve que ça s'est bien passé. Je ne sais pas de votre côté. Je vous envoie tout de suite le lien de l'enquête de satisfaction pour que vous puissiez vous faire part de vos retours. Hop. Voilà, c'est fait, c'est dans le chat et je vous enverrai aussi ça par mail. Voilà. Je propose de clore cette webconférence. J'espère que ça vous a plu.
Encore merci Flora pour cette intervention et effectivement on reviendra vers vous pour vous informer de la date pour la suite de cette formation finalement. Merci. Je vous précise juste que je vais transmettre à Charlotte le PDF du diaporama que je vous ai présenté ce matin, comme il y a quelques liens et peut-être quelques figures qui peuvent vous intéresser. Voilà, et puis je vous remercie tous pour votre intérêt et pour tous les échanges, en espérant vous voir de visu à la suite de la formation au second semestre.